La Porsche 917. Si le nom comme ça ne vous dit pas grand chose, vous avez déjà au moins probablement vu cette livrée qui, elle, vient de la Porsche 917 et a ensuite été réutilisée sur une chier de voiture en hommage. Bonjour, bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un des monstres légendaires de chez Porsche, la 917 et son châssis en carton-pâte. Pour te faire un petit peu d'histoire, on est au début des années 60, et Porsche se dit qu'il serait peut-être temps d'aller casser un cul sur un terrain auquel ils se sont pas encore essayés, Le Mans. Terrain de prédilection d'Enzo Ferrari à la base. Donc, en 67 est lancé le développement de la 917. Et Porsche, en s'approchant du cahier des charges, se rend compte d'une chose, ils peuvent avoir beaucoup plus de puissance et beaucoup moins de poids sur le véhicule. Donc, pour la conception du châssis, et contracter un prestataire qui aujourd'hui est légendaire et connu dans le monde de la Porsche, Singer, qui, au moment de plancher sur le châssis, se tourne vers un système qu'on appelle le Space Frame. Pour ceux qui ne savent pas, et on t'en veut pas, le principe du Space Frame est simple. C'est un entremêlement de triangles, parce que le triangle, c'est la forme géométrique la plus solide qui existe. Pour te fabriquer un Space Frame, c'est pas compliqué. Tu prends un triangle, t'en mets un autre à côté, tu répètes ça autant de fois que nécessaire, et la logique étant la suivante. Chaque triangle récupère sa force de celui qui lui est adjacent. Un triangle va donner sa force à celui à côté de lui, et forcément quand tu fais une boucle, il y a un espèce d'équilibre mécanique qui se crée. C'est pour la version très simple. Je prends le temps de t'expliquer un truc, c'est que les rushs pour la partie moteur ont disparu dans les méandres de l'ordinateur. Tu vois bien que je suis pas habillé pareil et qu'on n'est pas le même jour et que je suis obligé de profiter de l'éclairage artificiel. Enfin, sois pas con, tu vois bien. Du coup, au niveau du moteur, dans tout leur délire de performance à l'époque, Porsche, ils se sont pas tant fait chier que ça. Ils ont pris un flat 12 de 4,5 litres de cylindrée qui, pour l'époque, sortait 520 chevaux. Ce qui déjà est très honorable à l'époque. Sauf que ce moteur, il a eu plusieurs variantes. Au Mans, notamment, ils avaient retravaillé déjà ce moteur-là à 4,9 litres et il sortait à peu près 630 chevaux. 630 chevaux, c'est bien, même pour aujourd'hui. D'ailleurs, petite anecdote, la 917, elle aura aussi une carrière en Can-Am. Sauf que elle a failli tuer le Can-Am parce que cette voiture sortait, messieurs, dames, roulement de tambour, retravaillée à 5,4 litres entre 1100 et 1580 chevaux. En 1979, on est en l'an de grâce 1979, ça et ça, c'est les voitures qu'on vend au grand public qui tabassent. C'est-à-dire que t'as ça déjà, ça y va, hein. Mais ouais, du coup, ils ont failli tuer la catégorie parce qu'en fait, plus personne voulait venir participer. Tu sais, t'es là, t'es une écurie, tu te dis, je vais pas m'emmerder à venir gâcher du carburant, des pneus, des consommables, peut-être même des pilotes, hein, parce qu'à l'époque, les accidents, c'était bien plus monnaie courante qu'aujourd'hui, pour perdre face à Porsche. Porsche, ils arrivaient, ils faisaient podium. Pourquoi tu te ferais chier à venir courir là-dessus, quoi? Y a aucune gloire pour toi à prendre. Juste du risque et de la dépense financière. Dans leur frénésie de gratter le plus de poids possible, les tubes qui composaient le châssis de la 917 faisaient moins de 2 mm d'épaisseur. Je sais pas si tu te rends compte, c'est obscène. À la fin du développement, on se retrouve avec une base qui fait 42 kg. C'est 100 kg de moins que les châssis Ferrari de l'époque. Ce qui te permet d'avoir cette photo qui est exceptionnelle d'un des mécaniciens de chez Singer qui porte un châssis de 917 au-dessus de sa tête, comme si c'était un pack de flotte. Moi, je trouve cette photo absolument incroyable, elle me fait mourir de rire. Et d'ailleurs, dans le but de gratter toujours plus, l'alliage d'aluminium qui compose ce châssis est un alliage qui est propriétaire à Porsche et dont on n'a encore aujourd'hui pas la composition. Par contre, il est développé avec zéro marge de sécurité. Pour t'expliquer, quand on développe une pièce mécanique dans le milieu de l'automobile, on a ce qu'on appelle une marge de sécurité. C'est-à-dire que si jamais un tube est censé recevoir une charge nominale, en gros quand tu t'assois dedans de 80 kg, si tu fais 80 kg, on s'assure que le tube puisse emporter 130.
Voilà, je te jette un chiffre en l'air, mais en gros, il y a cette marge de sécurité qui permet que ça ne casse pas au premier effort. Là, dans le cas de la 917, il y avait 0 marge de sécurité. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais c'était volontaire de leur part, hein, parce qu'une marge de sécurité, ça implique d'ajouter plus de poids sur le véhicule, ce qui, eux, les arrange pas. Ce qui génère un petit problème néanmoins, c'est que le châssis a une intégrité structurelle suffisante seulement quand il est impeccable. En moyenne, pour fabriquer un châssis de 917, dans les usines Singer, on jette 4 châssis avant d'en avoir un qui est prêt à aller sur piste. Ça fait un petit peu de gâchis. Un tout petit peu. Juste un peu. À force et à force de développement, ils se rendent compte que, histoire que le châssis tienne un petit peu plus de 10 minutes sur piste, et pour égaler la charge, ils ont besoin de trouver une solution. Et la solution, ils l'ont toute trouvée, remplir le châssis de nitrogène. En fait, à chaque fois qu'un tube était soudé sur une autre jonction, cette jonction était percée afin que tous les tubes soient débouchants entre eux. Ce qui fait qu'à l'arrière du châssis de la 917, tu trouveras une valve, comme une valve de vélo, qui te permet de pressuriser le châssis au nitrogène. Le tout accompagné de son petit manomètre sur tableau de bord, et tant que tu avais de la pression dans le châssis, roule. Ah oui, parce que pendant les premiers essais de la 917, la flexibilité du châssis était un problème monstrueux. D'après le témoignage d'un certain Frank Gardner, une des légendes mystiques du sport automobile de l'époque, qui a participé aux essais de la 917, le châssis était tellement flexible que d'un virage à un autre, quand tu essayais de trouver le levier de vitesse pour passer le rapport suivant, il avait disparu. En fait, le châssis flexait tellement que ton levier de vitesse, il était là, et puis 5 secondes après, il était là, donc quand tu essayais de l'attraper, baiser. Quand Porsche lui a expliqué le concept du manomètre et de la pressurisation du châssis, ils lui ont bien spécifié que si jamais la pression du dit manomètre venait à tomber à 0, il devait rentrer au stand mit Uberkehr, en faisant très attention. Frank Gardner, qui était un homme avec a priori une grande gueule, leur a répondu que si jamais la pression se cassait la gueule, il abandonnait cette saloperie sur le bord de la piste, qui rentrerait au stand à pied, qui prendrait ses Deutschmark et qui rentrerait chez lui. Choix judicieux de sa part. Dans leur volonté de gratter du poids, Porsche s'est dit que plutôt que d'utiliser des durites d'huile qui sont du poids et qui sont chiantes à installer, ils allaient utiliser une partie des tubes du dit châssis comme canalisation d'huile, le principe étant ton radiateur d'huile est à l'avant pour le refroidissement. On va mettre un tout petit bout de durite qui va de ton radiateur au tube du châssis, faire courir le tout jusqu'à l'arrière, et qu'ensuite du tube arrière qui lui est rempli d'huile, on remettrait 2 petites durites jusqu'à leur point de finalité. Ils ont quand même dû finir par abandonner la chose, parce que les pilotes ne voulaient plus monter dans la voiture. Parce qu'en fait, il se trouve que quand tu as des canalisations d'huile chaude qui passent dans l'habitacle, très rapidement, tu te retrouves dans une voiture qui, à l'intérieur, est à 65 degrés. Les 24 heures du Mans, c'est pas en hiver. Hein. Faut préciser quand même. Porsche, pour l'époque, a utilisé tous les matériaux novateurs qu'ils pouvaient trouver. Au point où tes fusées étaient en magnésium et ta colonne de direction était en titane. À l'époque, ça représentait des fortunes en développement. Ce qui fait que la 917 fait un poids total de 817 kg. C'est extrêmement léger pour une voiture qui fait 500 chevaux, même selon les standards d'aujourd'hui. Ils étaient d'ailleurs tellement déterminés sur cette volonté de gain de poids, que pour l'anecdote, la résistance de démarreur du 917, c'était simplement un bloc de balsa. Le balsa, c'est du bois, hein, c'est un bois qui sert à faire des meubles domestiques. C'était un bloc de balsa avec des spires de nichrome autour. Parce qu'en fait, à travers leur développement, ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils pouvaient trouver comme résistance de démarrage était encore trop lourde selon leurs standards, alors que justement, ce petit bloc de bois avec de la ficelle autour, c'est ce qu'ils avaient de plus léger. Alors par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que là, on rigole, mais c'est pas que des victoires, l'histoire de la 917. Lors de leur premier passage au Mans, la 917, elle était plus rapide que n'importe quelle autre voiture de 30 miles par heure. Chouette. Dans les ateliers de design, à l'époque, c'était bien avant l'informatique, donc tout le design d'aérodynamisme était fait à la main. Et il y a eu une bonne grosse erreur de calcul de leur part, c'est qu'en fait, l'aileron ne faisait pas du tout son travail. Donc, le train arrière de la 917, à partir de 200 km/h, flottait au-dessus du sol. Donc la voiture,
en ligne droite était une fusée absolue, mais dès que tu t'approchais d'un virage, les mecs étaient obligés de se jeter sur les freins et passer bien plus lentement que tout le monde, parce que sinon, c'était bac à gravier, obligatoirement. Oups, la boulette. Alors heureusement, on n'a jamais eu de décollage de 917, à contrario d'une autre marque allemande qui, eux, pour le coup, ont vraiment merdé, Mercedes, parce que eux, pour le coup, ils n'ont pas d'excuses, ils avaient déjà la DAO. Here we go. Oh my god, the Mercedes. You can't park that there, mate. Fuck off. Mais en soi, pour la 917, on n'est quand même pas passé loin du décollage plus d'une fois, parce qu'on était quand même à un point où les pilotes se plaignaient que quand ils passaient pleine balle la ligne Mulsanne, qui à l'époque n'avait pas de chicane, comme aujourd'hui, dans le rétroviseur intérieur, ils voyaient le ciel, à quel point le cul de la voiture se levait. D'ailleurs, durant le fameux premier passage au Mans de la 917, ils ont dû abandonner à la 22e heure. Oh merde! Oh, c'est con ça! En fait, il y avait une fuite d'huile qui s'est déclarée, et quand ton châssis c'est tes canalisations d'huile, c'est embêtant. C'est à partir de là qu'ils ont abandonné complètement l'idée d'utiliser le châssis comme canalisation d'huile. On va prendre un petit peu plus de poids, mais on va peut-être prendre un petit peu plus de fiabilité, sur place ou emporté. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là, après cet abandon, qu'ils se sont rendus compte de cette fameuse erreur d'aéro. Sur un concept simple, en fait, le nez de la voiture, lui, était recouvert de moustiques, mais toute la queue du véhicule, elle, était absolument immaculée. Ce qui n'est absolument pas normal, hein. Quand ton air se plaque bien sur l'arrière du véhicule, des moustiques, t'en as sur l'entièreté de la voiture. D'ailleurs, si tu fais l'expérience sur ton véhicule personnel, tu verras là où t'as de l'appui et là où t'as du lift. Là où t'as de l'appui, t'auras des moustiques de coller sur ta voiture. Là où t'as aucun moustique de coller, c'est que t'as de l'effet de lift. Il y a quand même maintenant un minimum d'effort quand on design des voitures. Sauf pour certaines marques qui s'en foutent, mais en même temps, c'est généralement des marques low cost. Enfin bon, après pour cet abandon à la 22e heure, quand même, les pilotes étaient pas mécontents. Parce que le pilote de l'époque, Richard Atwood, a quand même fini par dire des années plus tard que il en était bien content de cet abandon parce que c'était quand même jouer avec sa vie que de piloter la première version de la 917 au Mans. Parce que si on résume, la voiture en ligne droite, elle décollait, et en virage, elle avait le cul qui tenait pas, donc incontrôlable. Donc après cet échec, Porsche, ils ont ressorti la planche à dessin, ils s'y sont remis pendant un moment, et ils sont revenus avec une deuxième version de la 917, la 917K, qui était un petit peu plus lente, parce que appui aérodynamique, mais qui par contre avait beaucoup plus de grip. Donc au final, elle était 4 secondes plus rapide au tour. Par contre, on va revenir au sujet de départ qui nous intéresse. Son châssis, lui, était toujours pressurisé au nitrogène, et je sais pas si c'est l'appellation officielle, il n'y a jamais eu de nom officiel pour, mais en tout cas, elle avait ce qu'on appelle la jauge de mort. C'était le nom du petit manomètre de pression sur le tableau de bord. Parce qu'en fait, tant que tu restais entre 8 et 10 bars, t'étais good, sauf qu'en dessous de ça, ça impliquait que t'avais une fuite dans ton châssis. Et il y a un petit point que j'ai peut-être pas assez appuyé sur le concept de Space Frame, c'est que il tire tout son avantage de la géométrie du triangle. Le principe est simple, un triangle repose toujours sur un autre triangle et ils échangent leurs forces. Sauf que quand tu fais un châssis avec très exactement 0 marge de tolérance, tu te retrouves avec un problème simple, au fur et à mesure des tours, t'as tes soudures qui craquent et tes tubes qui se fissurent. Toute cette belle suite d'événements canons, pour t'expliquer un concept simple, quand tu voyais la pression chuter sur ton mano, c'était très rarement et très peu progressif. Tu perdais généralement toute la pression en quelques secondes. Et quand tu fais 24 heures entre 220 et 300 km/h, t'as pas forcément ces quelques secondes à accorder pour avoir l'œil en continu sur ton manomètre. En tout cas, il te fallait quoi qu'il arrive plus de quelques secondes pour arrêter la voiture. Je te laisse donc deviner pourquoi on appelait ça la jauge de mort. Pour ceux au fond de la classe qui s'enfonceraient encore des crayons dans le nez, ça voulait simplement dire que si ta pression elle chutait, 250 t'étais foutu. Voilà. On envoyait un petit paquet à ta femme sur les morceaux qu'on avait ramassés sur le bord de la piste. En fait, tout le châssis s'effondrait en quelques secondes. Un autre petit élément un peu rigolo dont on va parler quelques instants, c'est que dans sa course au grattage de poids, Porsche s'est aussi dit qu'ils allaient faire quelques exemplaires de leur châssis entièrement en magnésium. Alors, le magnésium, les enfants, c'est un des métaux les plus légers au monde, mais
Il a un petit twist rigolo, c'est que le magnésium, c'est un des rares métaux qui est inflammable, précisément à 650 degrés. C'est pas énorme, hein, 650 degrés en compétition, à côté d'un collecteur d'échappement, tu les rencontres. L'autre point, c'est une fois que c'est lancé, le magnésium, ça brûle à 3100 degrés en moyenne. Donc, comment te dire que si t'es pris dans un feu de magnésium, barbecue direct. Oups! Oh la boulette! Surtout que un feu de magnésium, ça aussi c'est rigolo, si tu balances de l'eau dessus, ça génère un autre élément chimique et ça brûle plus fort. Sachant que personne ne voudrait monter dans un châssis en magnésium, les mecs de chez Porsche ont fait un choix très simple, ne rien dire aux pilotes de l'époque. Donc ce monsieur, dont je ne sais pas prononcer le nom, et Helmut Marko. Ça va, je peux prononcer. Il se trouve que par chance, les mecs ont gagné, félicitations, et que tout ça s'est bien passé. Mais dans l'histoire, il y a quand même eu 2-3 dérapages à base de ça. Hein. Par exemple, un pilote de chez Honda, Joe Schlesser, au Grand Prix de France en 68, lui, il a fait barbecue, direct. Tout ça pour te dire que la Porsche 917, c'était probablement l'une des machines les plus indomptables de l'époque d'or de l'automobile. Et que on fera jamais ça à nouveau. Il y a bien trop de réglementation maintenant. Alors quand même, il faut aussi le préciser, suite à ça, sur les années qui ont suivi, Porsche ont continué encore et encore et encore de redesigner la 917, et concrètement ça a été un énorme succès. Hein. Et encore aujourd'hui, ils gagnent. Les mecs ont trouvé la recette. C'était à peu près tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui sur la 917 et son châssis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un pouce bleu, ça nous aide avec l'eau grand algorithme. Mets-moi dans les commentaires ce que t'en penses et si t'as plus d'informations sur cette voiture, hein, on est toujours là pour prendre. Tu peux bien évidemment aussi envoyer cette vidéo à ta mère, à ton père, à ton frère, à ta sœur, à ton oncle, tes cousins, s'ils aiment ça. Allez, bisous!